On va parler évidemment de la situation du Groenland. Notre invité ce matin, c'est Mika Meret. Bonjour, vous êtes enseignant pôle énergie climat à l'école de guerre de Paris. Vous êtes auteur de Les Mondes polaires, c'est chez PUF. Vous avez préfacé un livre qui s'appelle « Alors, tu veux acheter le Groenland des Vikings à Trump ». Ça a été publié récemment aux éditions Saint-Simon. Vous êtes donc l'homme de la situation qu'il nous faut ce matin, notamment pour débriefer ce qu'a dit Stephen Miller cette nuit à CNN. C'est un conseiller en sécurité intérieure de Donald Trump. Il est interrogé sur la question du Groenland. Écoutez ce qu'il répond. La question est de quel droit le Danemark revendique-t-il le contrôle du Groenland? Sur quoi se fonde sa revendication territoriale? Qu'est-ce qui justifie que le Groenland soit une colonie du Danemark? Les États-Unis sont la puissance de l'OTAN. Pour que nous puissions sécuriser la région arctique, protéger et défendre l'OTAN et les intérêts de l'OTAN, il est évident que le Groenland devrait faire partie des États-Unis. Il ajoute qu'en cas d'invasion américaine, il n'y aura pas de réponse. Vous pensez qu'il y aurait une réponse? Oui, je pense que Stephen Miller, et puis c'est pas que sur le cas du Groenland, est aveuglé par son hubris. Très clairement, ce qu'on voit aujourd'hui dans l'administration américaine, c'est, on va dire, un aéropage de gens plus ou moins experts de ces sujets, qui s'expriment évidemment sur tout, ça c'est normal, c'est dans leur position, mais fondamentalement qui ne comprennent pas les peuples et la réaction que des peuples alliés à ces peuples pourraient avoir. Je pense que là, sur le Groenland, ce qu'ils sous-estiment très très gravement, c'est le fait qu'il y aura une réponse. Et la réponse, je n'envisage pas une réponse française, ni même allemande, ni espagnole, ni du Royaume-Uni, pour ne citer que donc des c'est grands pas pays. l'OTAN? Alors, pour ne citer que des grands pays européens qui, hier, par la voix de leur Premier ministre ou leur ministère des Affaires étrangères, ont dit clairement « on va s'impliquer ». Non, c'est surtout, d'abord et avant tout, dans le cadre de la coopération nordique. Il y a un organisme que personne ne connaît en France généralement, qui s'appelle Nordefco. Nordefco, donc c'est la coopération de défense entre les 5 pays nordiques. Le Groenland appartient encore au Danemark et fait partie évidemment de cette surface de défense. Et très clairement, on a vu hier les premiers ministres de ces 5 territoires, dont le Danemark bien sûr, réagir très très ouvertement contre les déclarations de Donald Trump sur le Groenland, les élucubrations de la femme de Stephen Miller qui avait posté ce tweet dimanche matin en disant le Groenland c'est bientôt, pour la faire courte. Avec le drapeau américain sur le Groenland. Absolument. Et aujourd'hui, ce qui est très clair, c'est que ces États-là ne veulent pas laisser passer ce qui se passe au Groenland. Mais quelle réponse? Militaire? Alors c'est possible. On peut tout à fait envisager qu'il y ait une réponse qui soit de nature militaire de ces États-là. Encore une fois, je ne parle pas de la France, je ne parle pas des autres partenaires de l'OTAN. On reste ici dans le modèle de la coopération nordique. On a vu ces dernières semaines une escalade du discours également sur le volet de la coopération militaire entre ces États-là. On a vu bien sûr la Suède, la Finlande rejoindre l'OTAN pour faire bloc. Si vous voulez, on a aujourd'hui dans ces 5 États nordiques un enjeu au Groenland qui est la défense du modèle de civilisation nordique tel qu'ils s'auto-perçoivent. Et dans ce contexte-là, ce que Donald Trump est en train d'attaquer au Groenland, ce que Stephen Miller est en train de négliger au Groenland, c'est tout simplement la force de la volonté de ces chancelleries nordiques, européennes, la Finlande, la Suède, la Norvège principalement, l'Islande également à côté, de défendre en fait ce que vaut ce modèle. Alors, dites même militairement, il pourrait se défendre. Il y avait des critiques hier qui disaient oui, mais avec quoi? Avec des F-35 que vous avez achetés par exemple aux États-Unis. Il y a une sorte de double discours. En fait, il faut se rendre compte de la magnitude des enjeux dont on se parle au Groenland. On parle d'un territoire, comme d'habitude, de 2,2 millions de kilomètres carrés, 44 fois la France, 44 des 50 métaux critiques les plus stratégiques pour le gouvernement américain 57 000 personnes. Et voilà, j'allais y venir effectivement. Donc, si vous voulez sécuriser ce territoire, que ce soit pour le prendre ou pour évidemment le défendre, ça ne demande pas non plus des milliers et des milliers et des milliers de soldats. Pour vous donner un ordre de grandeur, la base américaine dont on parle tout le temps de Pituffik du nord-ouest du Groenland, c'est 150 personnels. Aujourd'hui, l'engagement militaire danois au Groenland, dans le cadre du pacte avec les États-Unis, c'est moins de 100 personnels. Donc si vous voulez, que les pays nordiques, de cette coopération de défense nordique, déplacent 100, 200, 500, pourquoi pas même 800 soldats sur le territoire groenlandais dans des points stratégiques très clés, parce qu'il n'y a pas non plus 15 000 infrastructures à sécuriser pour contrôler le territoire. De fait, c'est déjà un premier garde-fou sérieux. Et si c'est une proposition de deal, c'est-à-dire par exemple, je m'occupe des ressources naturelles, vous me laissez la main en tant qu'Américain, et si vous ne le faites pas, je vous vends plus cher les armes pour l'Ukraine, ce qui pourrait être un deal envisagé, c'est pas
une prise de territoire au sens militaire du terme, mais quelque chose de plus financier? Petit à petit, à mesure que cette menace plus ou moins effectivement officielle émerge, on voit que des pays comme le Canada ou la France sont en train de changer leur approche en termes d'approvisionnement militaire et voient même, par exemple sur le volet des avions de chasse, pourquoi pas aller chercher plutôt le Gripen de chez Saab en Suède plutôt que de continuer à acheter américain. On a, et c'est juste un exemple parmi tant d'autres, on a un enjeu qui est très clair aujourd'hui, c'est que plus Donald Trump et son administration négligent les peuples, plus ils expliquent fondamentalement que les peuples même n'existe pas au Groenland, très clairement. Et l'interview de Stephen Miller était très claire là-dessus, en disant il n'y a que 30 000 personnes au Groenland, et qui va nous en empêcher, etc. etc. Ben, tout simplement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est tout simplement faire en sorte que les autres commencent à s'organiser. Et là, je ne parle pas, encore une fois, de l'Union européenne, je ne parle même pas d'une espèce de fronde au sein de l'OTAN. Là, le premier niveau de réponse, c'est d'abord et avant tout la coopération de défense nordique, donc des 5 pays nordiques. Est-ce que c'est intéressant de se battre pour le Groenland? Est-ce qu'il y a à l'intérieur suffisamment de matériaux rares, critiques, intéressants, que ce soit pour le Danemark que pour les États-Unis? Si j'étais cynique, je vous dirais oui, bien sûr, c'est un trésor de ressources. Et puis, c'est pas que des ressources fossilisées ou des ressources minérales. C'est également pléthore d'énergie renouvelable qui pourrait être développée. Et avec ça, on peut faire de l'hydrogène, de l'ammoniac, tout ce que vous voulez. Donc, c'est pas juste un one-off, si vous voulez, où vous extrayez des choses du sous-sol. Mais si j'étais un peu plus ouvert, et notamment aux populations, et notamment à la culture, à la fois côté groenlandais et côté modèle nordique, encore une fois, ce qu'il faut bien avoir en tête ici, c'est que ce qui se joue au niveau du Groenland, c'est pas juste une question de ressources, c'est pas juste une question de contrôle de l'Arctique, c'est pas juste une question de empêcher les Chinois de revenir au Groenland, qui n'y sont plus d'ailleurs depuis 2019. Il parle de bateaux qui traînent autour. Oui, alors ça c'est complètement faux. Donald Trump, ça fait plus d'1 an et demi qu'il explique à chaque fois qu'il faut aller au Groenland pour des raisons de sécurité parce qu'il y a des bateaux russes et chinois qui sont partout autour du Groenland, all over the place, comme il dit, ce qui est complètement faux pour le coup. Mais fondamentalement, ce qui importe à Donald Trump, on le voit très bien, ou à Stephen Miller ou aux autres, Marco Rubio, c'est pas du tout la réalité du Groenland, c'est pas du tout la réalité même de l'Arctique, c'est plutôt une perception qu'ils sont en train de construire pour leur base MAGA, et pas que la base MAGA, également pour une base d'investisseurs dans la tech, d'investisseurs dans les énergies, d'investisseurs dans le minier, pour que ces gens-là viennent justement investir avec eux au Groenland et comprennent le potentiel économique de ce territoire, comme ils sont en train d'essayer de construire le même discours actuellement avec le Venezuela sur les valeurs pétrolières. On vous en parlait régulièrement sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui au niveau de l'administration Trump, c'est une administration qui dit les Danois, et Stephen Miller l'a encore dit, les Danois n'ont pas de souveraineté sur le Groenland. Dites-moi quelle est la base de souveraineté du Groenland. La base de souveraineté du Groenland, et c'est d'ailleurs assez croquignolet, c'est précisément la reconnaissance de la souveraineté du Groenland, du Danemark, pardon, sur le Groenland par les États-Unis à 4 reprises depuis 1917. Fondamentalement, ce sont les États-Unis qui ont permis au Danemark d'affirmer et de finir de construire au XXe siècle leur souveraineté sur le Groenland. Alors qu'aujourd'hui, le gouvernement états-unien vient de dire oui, on ne sait pas s'ils ont la souveraineté, etc. C'est quelque chose qui est assez significatif dans la manière dont ils négligent, plus que négligent, méprisent les partenaires groenlandais d'un côté, qui font comme s'ils n'existaient pas, et les partenaires danois également. Ma lecture des choses, elle est assez simple. Oui. Après plus de 15 ans de travail sur le Groenland, et quand on a vu comment les Groenlandais, les Américains ont essayé de se chercher tout au long des années 2010. Ils ne sont pas complètement fermés, les Groenlandais. Exactement. Les Groenlandais, ce qu'ils veulent, c'est aujourd'hui une indépendance de la même manière que les Islandais l'ont obtenue du Danemark en 1944. C'est ça le modèle. Avec un pays, pour l'Islande, de 300 000 habitants aujourd'hui, 330 000, les Groenlandais veulent le même modèle. C'est-à-dire savoir coexister en parallèle des grandes puissances, la Chine, la Russie, l'Union européenne également, les États-Unis, et avoir du respect. Ce respect pour leur culture, ce respect pour leur personnel politique, ce respect pour leurs lois. Et le problème qu'ils ont, ils le savent très bien avec l'administration Trump aujourd'hui, c'est que l'administration Trump elle-même n'a pas de respect pour le droit international, et n'a pas de respect même pour son droit national même, de la manière, par exemple, dont Donald Trump néglige et méprise, par exemple, le Congrès. Donc ils vont y aller au Groenland, à la fin de tout ça. Peu importe le droit international ou peu importe l'esprit du Nord. Alors, on peut imaginer effectivement, et c'est ma théorie effectivement, que le Groenland fasse l'objet effectivement d'un coup de force états-unien dans les X mois ou années, parce qu'il reste encore 3 années de Donald Trump. Il a dit 20 jours. Voilà, et en plus, effectivement, dans Air Force One, il y a plus de 24 heures, il a dit, voilà, on reparlera du Groenland dans 2 mois, non, dans 20 jours. Merci beaucoup, Mika Meret, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.